La dimension passive vient du fait que la personne ne va pas défendre ouvertement ses propres limites. Quelqu'un qui accepte absolument tout quand vous êtes en communication directe. Et la dimension agressive, c'est le volet indirect, le volet lié au sabotage. Quand quelqu'un qui est une figure d'attachement d'un enfant vient franchir les limites de celui-ci et en plus derrière s'en sert pour l'humilier, le critiquer ou le mépriser. Nouveau format en psychologie clinique sur les troubles de la personnalité. Qu'est-ce qu'un comportement passif-agressif? Quelles difficultés rencontrent les personnes qui fonctionnent de manière passive-agressive? D'où s'origine ce type de comportement? Et enfin, du côté des cliniciens, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de prise en charge thérapeutique? C'est le programme de ce premier opus sur les troubles de la personnalité, les passifs-agressifs. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un comportement passif-agressif? En fait, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière très différente à deux niveaux dans les relations. Au niveau direct, quand il est en communication directe avec vous, eh bien c'est quelqu'un qui va être tout à fait ouvert, compliant, c'est-à-dire qu'il va accepter tout ce qu'on lui demande. Mais en revanche, de manière indirecte, c'est quelqu'un qui va tout faire pour saboter. Alors dans un premier temps, on va se focaliser uniquement sur l'aspect comportemental. Et je vous propose, pour pouvoir voir une illustration, de regarder le film Mon beau-père et moi. Et en particulier, le personnage joué par Robert De Niro, qui s'appelle Jack. Alors ce personnage n'a pas une personnalité passif-agressive, quelqu'un qui a fait une carrière de haut gradé dans la CIA et qui a l'habitude d'être véhément et directement hostile face aux autres, mais la situation du film le pousse vers des comportements passifs-agressifs. Alors le pitch, en quelques mots. Sa fille, Pam, amène chez ses parents son compagnon, Greg, joué par Ben Stiller, afin que ce dernier demande de manière très traditionnelle la main de sa compagne auprès de son père, le fameux Jack, joué par Robert De Niro. Or, le ressort comique de ce film est autour de la situation dans laquelle se retrouve Jack, qui n'aime pas ce futur gendre Greg, mais qui respecte la promesse faite à sa fille de ne pas gâcher la relation, de ne pas rejeter Greg, son futur gendre. Écoute, ne sois pas trop dur avec lui, d'accord? Celui-là, j'y tiens. D'accord, j'essaierai. Merci. Donc cet interdit le pousse vers des comportements passifs-agressifs, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvertement exprimer son hostilité, il ne peut pas le faire directement, mais il va déployer toute une myriade de comportements pour le faire de manière indirecte à travers une façade passive. C'est quoi comme voiture, Ford? Oh, oui. Original, la couleur. Vous l'avez choisie? Oh, non, c'est une voiture de location, pourquoi? On dit que les génies aiment cette couleur. Mais vous l'avez pas choisie. Alors on retrouve les grands classiques, les phrases ambiguës, les phrases cryptées. C'est votre droit d'avoir horreur des chats. Mais non, j'ai pas du tout, j'ai pas horreur des chats, pas du tout. C'est pas grave. C'est bien de parler franchement. Il y en a des choses que j'aime pas. Une tendance au sabotage pour déstabiliser. Jack va créer des situations chaotiques pour pouvoir nuire à Greg sans jamais en assumer directement la responsabilité. Il y a peu d'hommes dans cette profession, n'est-ce pas, Greg? Donc cette situation va provoquer chez lui une certaine frustration, des ruminations, des ressentiments, du sarcasme. Il me revient pas. C'est comme ça, j'arrive pas à l'expliquer, je le trouve bizarre. Alors petite digression, Mon beau-père et moi n'est pas un chef-d'œuvre, il n'a pas de prétention cinématographique. Cependant, la performance de Robert De Niro est assez exceptionnelle. Il arrive à restituer cette forme de dissonance cognitive liée à sa volonté d'inhiber son agressivité. Bref, De Niro, c'est la grande classe. Alors maintenant, si on s'intéresse aux personnes fonctionnant structurellement de manière passive-agressive, il décline cette modalité intersubjective de manière quasi systématique. Alors, quelle est la problématique qui sous-tend ce comportement? C'est ce qu'on va voir avec la deuxième partie. Chez les passifs agressifs, la problématique se situe au niveau des limites face aux autres et de la distance dans les relations interpersonnelles. Ce qui anime fondamentalement les comportements passifs-agressifs, c'est la peur que les autres franchissent, violent leurs propres limites et les blessent dans leur territoire. Donc c'est pour ça qu'on se situe dans une problématique autour des limites entre soi et l'autre. La dimension passive vient du fait que la personne ne va pas défendre ouvertement ses propres limites, elle va être tout à fait ouverte et serviable. Et la dimension agressive, c'est le volet indirect, le volet lié
au sabotage, à la volonté de nuire à l'autre. Alors je vais prendre un exemple concret dans le milieu professionnel, comme ça va parler à beaucoup d'entre vous. Imaginons que vous managiez une équipe et que dans 3 jours, vous avez une présentation extrêmement importante. Vous demandez à un de vos collaborateurs de préparer une partie du dossier pour votre présentation. Cette personne, si elle fonctionne de manière passive-agressive, va le vivre comme un affront incroyable, mais dans la communication directe et ouverte avec vous, elle va accepter sans problème de faire ce travail. En revanche, le jour J, la veille de votre présentation, cette personne va vous dire peut-être « Ah ben c'est incroyable, j'avais fini le dossier hier et on m'a agressé et volé mes affaires dans lequel il y avait le dossier. » Bref, il aura saboté ce travail et il ne vous rendra pas ce dossier tout en trouvant une excuse pour ne pas en assumer les responsabilités. Alors l'histoire de l'agression par exemple a un double bénéfice. Non seulement il va pouvoir saboter la préparation de l'entretien et vous mettre dans la panade, et en plus il va lui devenir la principale victime, l'absence du dossier passant au second plan. Donc l'idée principale, c'est de proposer une narration de ce qui s'est passé ou carrément d'inventer un mensonge pour faire un maximum de dégâts sans devoir en assumer les responsabilités. On peut imaginer toute une variété d'autres comportements qui peut aller de la perte fortuite ou de la destruction involontaire d'un objet, au fait de mettre de l'huile sur le feu ou même des sabotages beaucoup plus directs quand la personne est certaine de ne pas se faire identifier comme l'auteur de l'acte malveillant. Retenez bien l'idée de ce décalage entre quelqu'un qui accepte absolument tout sans problème quand vous êtes en communication directe et qui va essayer de faire le maximum de dégâts de manière indirecte ou sans en assumer les responsabilités. On se dirige vers la 3e partie de cette vidéo. D'où s'origine ce trouble? Quelle est son étiologie? Alors ce schéma central qui amène la personne à penser que les autres vont venir franchir mes limites et me blesser dans mon propre territoire est généralement le résultat d'expériences similaires vécues par le sujet dans sa biographie, notamment très jeune. Imaginons une jeune fille, une préado ou une ado qui rentre de l'école et qui d'un coup ne retrouve plus sa peluche. Sa mère lui dit qu'elle l'a jetée, que c'est plus de son âge. Et lorsqu'elle tente de se défendre, sa mère va la rabaisser, l'humilier, lui dire qu'elle est vraiment immature. Non seulement elle subit l'intrusion de sa mère, son passage à l'acte, elle jette sa peluche, puis une humiliation quand elle tente de défendre son point de vue. Quand quelqu'un qui est une figure d'attachement d'un enfant vient franchir les limites de celui-ci et en plus derrière s'en sert pour l'humilier, le critiquer ou le mépriser, eh bien l'enfant peut se construire avec la représentation qu'il est impossible de défendre ouvertement ses propres limites. C'est cette mécanique qui entraîne le comportement paradoxal, ouvertement compliant et indirectement saboteur. Les scènes prototypiques de ce genre de vécu, c'est par exemple un enfant dont les parents vont venir fouiller la chambre et lire le journal intime pour ensuite venir les blâmer, venir les critiquer à partir du contenu du journal. Alors quand la personnalité se structure de cette manière, quelles sont les conséquences sur son fonctionnement et plus particulièrement quelles sont les motivations qui animent ce type de personnalité? C'est la 4e partie de cette vidéo. Donc il y a plusieurs conséquences à cela. La première, c'est que la personne va se construire en étant hypersensible à tout ce qui peut être interprété comme une transgression ou une violation de ses propres limites. Ce sont des profils qui vont faire preuve de beaucoup de méfiance, de jalousie et qui vont avoir beaucoup de ressentiment envers les autres. Quelqu'un qui fonctionne réellement de manière passive-agressive va quasiment imaginer les offenses qui lui sont faites alors que ce sont des petits détails comme ça qu'il va hypertrophier. Et c'est un peu l'exemple tout à l'heure quand un supérieur demande à son collaborateur de préparer un dossier. Il n'y a rien de plus naturel et normal à cela, mais ça peut être vécu comme un affront suprême par une personnalité passive-agressive. Donc dans le discours, vous allez repérer beaucoup de pessimisme, beaucoup de cynisme et un fort sentiment d'injustice. Alors les violations de limites qu'ont pu vivre ce type de personnes et les restrictions qui sont associées va de pair avec une restriction de l'autonomie. Donc une des motivations centrales qu'on retrouve chez les passifs agressifs, une recherche forte d'autonomie, le fait de pouvoir prendre soi-même toutes ses décisions et
tout cadre qui leur est imposé va être insupportable. Donc j'anticipe un peu sur le dernier point, mais vous imaginez que c'est un peu coton de garantir son cadre thérapeutique dans cette configuration d'esprit-là. On retrouve même chez certaines personnes passives-agressives l'incapacité d'accepter une recommandation. Vous allez simplement dire à quelqu'un « Ah ben ce film est génial, il faut que tu le vois » ou « Ah ce film est super cool, je te conseille de le voir ». Par principe, même si elle est capable de critiquer son propre comportement, la personne se fait un point d'honneur à ne pas regarder ce film. Autre motivation chez les passifs agressifs, le fait d'être apprécié. Souvent, on retrouve dans la biographie de ces sujets le fait d'avoir été humilié, déprécié, critiqué. Et donc, cela va induire un fort besoin d'être valorisé, d'être apprécié, d'être respecté. Mais étant donné le type de comportement mis en place, vous imaginez bien que ce n'est pas forcément le type de feedback et d'interactions sociales qui sont majoritaires dans leur vie. Cinquième partie, je vous propose de vous arrêter sur la fréquence et les conditions de la mise en place de ce type de comportement. Alors on peut également noter que le comportement passif-agressif n'est pas systématique. Tout dépend en fait du statut relatif de son interlocuteur. S'il imagine que vous avez un statut social, professionnel ou autre qui est supérieur au sien, alors le comportement privilégié et même systématique sera d'ordre passif-agressif. Mais s'il considère que son interlocuteur a un statut inférieur ou égal au sien et qu'il ne représente pas une menace, dans ce cas-là, il va pouvoir défendre ouvertement ses limites et basculer d'un comportement passif-agressif à un comportement actif-agressif. Alors ce qui est terrible pour ces personnes, c'est qu'ils ont vraiment un schéma relationnel avec cette variable en fonction du statut relatif. Ce sont très rapidement des personnes qui vont être perçues comme non fiables, ils vont soit être démasqués, soit simplement les gens vont avoir une répétition d'expériences négatives. Et également des coups indirects avec, chez ces sujets, une bien plus forte proportion, si on compare à la population générale, de dépression, de troubles de la concentration, manque de confiance en soi, d'échecs professionnels, de rumination, d'anxiété. On retrouve aussi comme symptômes des somatisations et puis des comportements d'évitement. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce point de la vidéo. L'ultime partie qui arrive s'adresse plutôt aux confrères psychologues et plus généralement thérapeutes qui seront susceptibles de recevoir ce type de profil. Quelles sont les particularités dans le cadre de la prise en charge clinique et quelles sont les difficultés majeures que peuvent rencontrer les cliniciens avec des personnalités passives agressives. Vous allez avoir des gens qui vont être inauthentiques, des gens qui ne supportent pas le moindre cadre, qui vont projeter énormément de comportements malveillants sur l'autre. Alors si on prend en considération tous ces éléments, l'approche thérapeutique est complètement minée. Et ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a une nécessité de sans cesse soutenir le cadre, lui dire que c'est tout à fait bienvenu qu'il puisse émettre une critique, lui dire également que vous n'êtes pas dans le jugement, mais que ça peut vous arriver de faire des erreurs ou de dire des choses qui peuvent être perçues comme telles, mais que ce n'est pas votre intention, que l'erreur est humaine. Et également qu'il faut être une très grande patience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer quelque chose qui aille trop vite. Autre point, il faut vraiment marquer un respect ostensible envers la personne, ostensible et répété. En fait, des choses qui sont plutôt basiques dans le cadre de la relation thérapeutique, les bases du cadre, le non-jugement, la bienveillance, des choses comme ça, sont un objectif thérapeutique quasi à long terme. Donc l'idée, c'est d'accompagner le patient sur ses motivations au changement, de pouvoir le confronter aux coûts qu'il subit face à ce fonctionnement-là, peut-être également de pouvoir le confronter aux éléments de manipulation et de mensonges qu'il peut mettre en place, mais à son rythme. L'idée, c'est de pouvoir l'accompagner dans la durée. Donc les formats thérapie brève, 10, 15 séances, etc. Ne fonctionnent pas avec ce type de patient qu'il faut accompagner au long cours et à son rythme. Il y a un paradoxe en thérapie, c'est que si quelqu'un qui fonctionne de manière passive-agressive en vient à vous critiquer en tant que clinicien ouvertement ou en vient même à avoir des comportements agressifs, cela dénote certainement d'une évolution très positive. Donc c'est particulièrement important pour le thérapeute dans ce cas-là de conserver une bienveillance inconditionnelle face à ces personnes. Pour finir, 2-3 éléments sur la manière dont la psychologie et la psychiatrie perçoivent
ce trouble, ce comportement passif-agressif, eh bien, il y a quand même des choses un petit peu floues. Premièrement, du point de vue des références diagnostiques. Alors, je vais m'appuyer sur le DSM. La personnalité passive-agressive était considérée comme un trouble de la personnalité jusqu'au DSM-3, puis il a été retiré à partir de la 4e édition. Les critères et symptômes n'étant pas suffisamment spécifiques à ce trouble, l'éclairage diagnostique que pouvait proposer le DSM ne pouvait pas être considéré comme suffisamment pertinent. Toutefois, on souligne dans la littérature scientifique une très grande pertinence à considérer la personnalité passive-agressive du point de vue de la pratique clinique. Un mot sur les comorbidités. On retrouve plus fréquemment associé au fonctionnement passif-agressif que dans la population générale, le trouble de la personnalité paranoïaque, les troubles de la personnalité évitants, les troubles anxieux généralisés, les troubles somatoformes. Également, les troubles de la personnalité passive-agressive sont corrélés positivement avec un haut degré d'alexithymie et de dépression. Autre chose sur l'épidémio, le pourcentage de personnes, en gros, qui fonctionnent de cette manière dans la population varie énormément en fonction des études. Un ratio de 1 à 10, certaines études dépassent à peine les 1% et d'autres dépassent les 10% de la population. Voilà pour ce premier format sur les troubles de la personnalité concernant le fonctionnement passif-agressif. Poussez avec des likes et des partages ce contenu. Je vous proposerai le même type de format sur d'autres troubles de la personnalité comme les personnalités narcissiques ou autres. Allez sur le site ogreffe.fr, vous avez le lien en description pour avoir plus d'éléments sur la biblio et les sources sur lesquelles se base ce format. Je vous souhaite de passer une bonne journée, à très bientôt.